Une enseignante dévouée a été accusée à tort de détournement de fonds. Quand la vérité a éclaté, toute la communauté a fondu en larmes. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Le soleil de printemps se déversait à travers les grandes fenêtres de l'école primaire Bellevue, située dans le paisible quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Béatrice Laurent, 42 ans, arrangeait soigneusement les dessins de ses élèves, de CE2 sur le tableau d'affichage. Ses mains, marquées par 15 années d'enseignement passionné, tremblaient légèrement. Ce soir, elle devait recevoir le prestigieux prix de l'excellence éducative de l'Académie de Lyon, une reconnaissance de sa carrière exemplaire et de son approche pédagogique innovante qui mettait l'humain au centre de l'apprentissage. À contre-courant des méthodes numériques standardisées qui gagnaient du terrain. Son téléphone vibra dans la poche de sa robe fleurie. C'était un message de sa fille, Karine, 16 ans, lui souhaitant bonne chance pour la cérémonie. Béatrice sourit, touchée par cette attention. Ces derniers temps, l'adolescente semblait distante, préoccupée. Mais Béatrice avait mis cela et sur le compte de l'âge difficile. Elle ne pouvait pas imaginer que ce message serait le dernier moment de joie qu'elle connaîtrait avant longtemps. La porte de sa classe s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Kitry Vidal, la nouvelle directrice, arrivée en septembre, accompagnée de 2 hommes en costume sombre. Le visage de Kitry, habituellement lisse et impénétrable, affichait une expression de grave détermination. « Madame Laurent », annonça-t-elle d'une voix clinique, « ces messieurs sont de la brigade financière. Ils ont quelques questions à vous poser concernant les fonds de la Fondation Bellevue pour les enfants. » Le temps sembla se figer dans la pièce ensoleillée. Béatrice, trésorière bénévole de cette fondation qui finançait des sorties scolaires pour les enfants défavorisés, sentit son sang se glacer dans ses veines. « Il y a eu des irrégularités dans les comptes, » poursuivit l'un des hommes. « Des sommes importantes ont été détournées ces derniers mois, et toutes les preuves pointent vers vous. » Les mots tombèrent comme des couperets. Des images de vidéosurveillance la montraient apparemment en train d'accéder au compte de la Fondation tard dans la nuit. Un versement inexpliqué avait été retrouvé sur son compte personnel. Des documents semblaient porter sa signature. « C'est absurde !» protesta Béatrice, la voix tremblante. « Je ne ferai jamais... » Mais déjà on lui demandait de les suivre pour un interrogatoire. Déjà son sac était fouillé, son ordinateur confisqué. Déjà Kitry Vidal annonçait sa suspension immédiate pour le bien des enfants. Et dehors, dans la cour de récréation, des parents chuchotaient en la regardant passer, encadrés par les policiers, leur visage reflétant un mélange de choc et de jugement précoce. Ce soir-là, au lieu de monter sur scène pour recevoir son prix, Béatrice rentrait chez elle, l'esprit engourdi par l'humiliation. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le quartier où elle vivait depuis plus de 20 ans, où chacun la connaissait, où elle avait éduqué toute une génération d'enfants. Son mari, Ivan, commandant de bord pour une compagnie aérienne, était en vol pour Tokyo. Elle dut lui annoncer la nouvelle par téléphone, dans une conversation entrecoupée de silences lourds et d'interférences qui semblaient symboliser la distance soudaine entre eux. « Je te crois », dit-il finalement, mais le doute perçait dans sa voix. C'est en raccrochant que Béatrice trouva Karine dans l'encadrement de la porte du salon, pâle comme un fantôme. « Maman », murmura l'adolescente, avant de s'effondrer. La nuit fut un cauchemar d'ambulance et de néons d'hôpital. Le diagnostic tomba au petit matin. Karine souffrait d'une forme rare de myocardite auto-immune, une inflammation du muscle cardiaque qui nécessitait un traitement spécialisé coûteux, non entièrement couvert par l'assurance maladie. Une condition qu'elle avait cachée depuis des semaines, ne voulant pas inquiéter sa mère qu'elle voyait déjà surmenée. Béatrice, debout dans le couloir aseptisé de l'hôpital Édouard Herriot, contemplait l'effondrement simultané de tous les piliers de sa vie. Sa carrière, sa réputation, sa stabilité financière et maintenant
la santé de sa fille bien-aimée. Dehors, l'aube se levait sur Lyon, indifférente à sa détresse, les eaux tranquilles de la Saône reflétant un ciel qui s'éclaircissait, tandis que son propre monde s'assombrissait irrémédiablement. La suspension administrative de Béatrice s'accompagna d'un gel de ses comptes pendant l'enquête. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire avec des titres accrocheurs sur l'enseignante modèle qui aurait trahi la confiance de toute une communauté. Les regards se détournaient sur son passage lorsqu'elle traversait la place du quartier. Des parents d'élèves qu'elle connaissait depuis des années changeaient de trottoir pour l'éviter. Un matin, elle découvrit le mot « voleuse » tagué sur la petite porte bleue de sa maison. Mais le coup le plus dur vint d'Ivan. Rentré en urgence de Tokyo, il passa des heures à examiner les preuves rassemblées contre elle, son visage se fermant progressivement. Pilote méthodique habitué à suivre des procédures strictes, il avait toujours eu une vision binaire du monde. Les choses étaient justes ou fausses, sans nuance de gris. « Je veux te croire, Béa », dit-il un soir, après avoir longuement fixé les relevés bancaires étalés sur la table de la cuisine. « Mais pourquoi y a-t-il cet argent sur notre compte ? Comment expliques-tu que la caméra te montre entrant le code de la fondation à 23h47 ? Ce n'était pas moi, répéta Béatrice pour la 100e fois, épuisée. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau, mais je ne sais pas qui ni pourquoi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Cette nuit-là, Ivan fit un oreiller et une couverture du canapé du salon. Le lendemain, il prit un vol supplémentaire pour Madrid, pour couvrir les frais médicaux de Karine, dit-il. Mais Béatrice sentit qu'il fuyait aussi une situation qui dépassait sa compréhension rationnelle du monde. Si tu aimes l'histoire, tape pas 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours s'étirèrent en semaines douloureuses. Béatrice partageait son temps entre l'hôpital où Karine recevait ses premiers traitements et les interminables interrogatoires au commissariat. Le printemps avançait inexorablement, les marronniers de la place Bellecour fleurissaient, indifférents à sa souffrance. Karine, affaiblie par les médicaments, tentait de suivre ses cours à distance. Son teint, autrefois hâlé par les randonnées en famille dans les monts du Lyonnais, était devenu d'une pâleur inquiétante. Un après-midi pluvieux d'avril, alors que Béatrice rentrait de l'hôpital, épuisée par une nouvelle séance de traitement pour Karine, une voix rocailleuse l'interpella depuis le petit jardin voisin. « Hé, la maîtresse d'école, venez donc prendre un café au lieu de vous morfondre. » C'était Nicole Perrin, sa voisine de 78 ans, ancienne secrétaire, juridique à la retraite. Une femme au caractère bien trempé, veuve depuis 2 décennies, dont le regard acéré avait toujours intimidé Béatrice. « Je n'ai pas vraiment envie de compagnie, Madame Perrin, » répondit Béatrice, la main crispée sur la sangle de son sac. « Ce n'était pas une suggestion, » rétorqua la vieille dame. « Et puis, j'ai fait une tarte aux pralines. Ça serait criminel de la laisser refroidir. » Quelque chose dans le ton de Nicole, l'absence totale de jugement peut-être, fit céder les dernières résistances de Béatrice. Elle la suivit dans la petite maison au volet vert, encombrée de livres et de souvenirs d'une vie bien remplie. « Je ne crois pas une seconde à toutes ces bêtises qu'on raconte sur vous, » déclara Nicole en servant le café dans des tasses anciennes en porcelaine. « J'ai travaillé 40 ans avec des avocats, je sais reconnaître un coup monté. Quand j'en vois un, pour la première fois depuis des semaines, Béatrice sentit une fissure dans le mur d'isolement qui l'entourait. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps jaillirent sans prévenir, inondant ses joues creusées par l'anxiété. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, » sanglota-t-elle. « Toute ma vie, j'ai essayé d'aider les autres. Et maintenant, vous allez vous battre, » interrompit Nicole avec fermeté. « Ça fait des semaines que je vous observe dépérir comme une fleur sans eau. Il est temps de redresser la tête et de découvrir qui vous veut du mal. » La lueur combative, dans les yeux de la vieille dame, éveilla quelque chose en Béatrice, un instinct de survie qu'elle croyait avoir perdu.
Ce soir-là, assise à la table de sa cuisine désertée par Ivan, elle commença à noter méthodiquement tout ce qu'elle savait sur l'affaire, cherchant des incohérences, des motifs, des suspects potentiels. Les économies de la famille s'amenuisaient dramatiquement. Les traitements de Karine, les honoraires de l'avocat commis d'office qui semblait à peine croire en son innocence, les factures qui s'accumulaient, Béatrice décida de donner des cours particuliers, utilisant la seule compétence que personne ne pouvait lui enlever, sa capacité à enseigner. Le bouche à oreille fonctionna, mais pas comme elle l'espérait. Peu de parents étaient prêts à confier leurs enfants à une femme soupçonnée de détournement de fonds. C'est finalement Nicole qui lui envoya sa première élève. Mélanie, une petite fille de 10 ans, dyslexique, dont la mère travaillait à la banque Crédit Lyonnais, précisément celle où avaient été traités les virements suspects de la fondation. Béatrice s'attacha immédiatement à Mélanie, enfant brillante mais paralysée par ses difficultés de lecture. Pendant que l'enfant progressait sous sa tutelle, elle gagnait la confiance d'Emma, sa mère, employée discrète au service des transactions de la banque, une source potentielle d'informations sur les mouvements financiers au cœur de l'affaire. Un soir de mai, après une séance particulièrement réussie, où Mélanie avait lu un paragraphe entier sans accroc, Emma s'attarda dans la cuisine de Béatrice, tournant nerveusement sa tasse de thé entre ses doigts. « Je ne devrais pas vous dire ça, murmura-t-elle finalement, mais il y a eu d'autres transactions bizarres récemment. Pas seulement avec votre fondation, d'autres associations aussi. » Le cœur de Béatrice s'accéléra. Quel type d'association? Des organismes liés à l'éducation, principalement, et toujours le même schéma, de petits montants réguliers qui passent presque inaperçus, puis un gros versement vers un compte à l'étranger qui déclenche les alarmes. Et toujours, il y a quelqu'un qui prend la responsabilité. Quelqu'un, comme vous. C'était le premier indice concret suggérant que Béatrice n'était peut-être pas un cas isolé, mais partie d'un système plus large. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, fouillant Internet à la recherche d'affaires similaires dans la région. Au matin, Ivan l'appela de Dubaï. Sa voix semblait différente, plus douce, moins accusatrice. « J'ai réfléchi, Béa, » dit-il. « Ce que tu traverses, ce que nous traversons, c'est trop pour une personne seule. Je rentre définitivement dans 3 jours. » Pour la première fois depuis des semaines, Béatrice sentit une lueur d'espoir. Ne plus être seule dans cette bataille signifiait tout. Puis vint le jour de la fête de l'école, une tradition annuelle à Bellevue que Béatrice avait toujours coordonnée avec enthousiasme. Cette année, elle s'y rendit en spectatrice, accompagnée de Karine, qui avait insisté pour sortir de l'hôpital pour l'occasion. L'adolescente, bien que fatiguée, voulait soutenir sa mère face au regard de la communauté. Ce fut une épreuve brutale. Les chuchotements suivaient Béatrice comme son ombre. Les anciennes collègues l'évitaient ostensiblement. Même certains de ses anciens élèves, endoctrinés par leurs parents, détournaient les yeux à son passage. Ce fut au stand de pêche, au canard, que l'incident se produisit. Kitry Vidal, resplendissante dans son tailleur ivoire, faisait le tour des activités, s'attardant pour féliciter les bénévoles. Elle figea net en apercevant Béatrice. « Je suis surprise de vous voir ici, » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas très approprié, étant donné les circonstances. »« C'est une fête publique, » répondit calmement Béatrice, « et ma fille voulait venir. » Le regard de Kitry glissa vers Karine, dont la pâleur et la maigreur témoignaient de sa maladie. Quelque chose passa dans les yeux de la directrice. Une ombre, un trouble fugace, presque, de la culpabilité. « Je suis navrée pour votre fille, » dit-elle finalement, « mais comprenez que votre présence ici perturbe tout le monde. »« Ce qui perturbe tout le monde, Madame Vidal, » intervint soudain la voix forte de Nicole, qui s'était matérialisée derrière Béatrice, « c'est l'injustice. Et tôt ou tard, elle éclate au grand jour, comme un furoncle trop longtemps ignoré. » Kitry pâlit sous l'insulte à peine voilée et s'éloigna rapidement. Mais ce bref échange avait été révélateur. Pour Béatrice, la réaction de la directrice confirmait ses soupçons naissants. Kitry Vidal n'était pas l'alliée administrative qu'elle prétendait être.
Un peu plus tard, au stand de gâteaux, Béatrice surprit une conversation entre un parent d'élève et Richard Blanchard, le représentant d'une entreprise de logiciels éducatifs qui cherchait à s'implanter dans l'école. Il parlait avec enthousiasme d'un nouveau programme numérique que l'école allait adopter, précisément le type de système standardisé que Béatrice avait toujours combattu, privilégiant un enseignement personnalisé adapté à chaque enfant. « C'est tout arrangé », disait Richard avec satisfaction. La directrice a trouvé les fonds nécessaires, malgré les, disons, obstacles précédents. Obstacle. Ce mot résonna dans l'esprit de Béatrice. Avait-elle été un obstacle à éliminer pour ce projet coûteux et controversé? Qui pourrait imaginer ce qui va se passer ensuite dans cette histoire? Béatrice, au cœur du scandale, commence à entrevoir la vérité derrière les accusations. Mais parviendra-t-elle à prouver son innocence avant que tout ne s'écroule? La suite va vous surprendre. L'été s'installa sur Lyon, apportant une chaleur suffocante qui semblait amplifier les difficultés de Béatrice. Karine alternait entre l'hôpital et la maison, ses traitements drainant les dernières ressources financières de la famille. Ivan était rentré comme promis, mais la tension entre eux persistait, créant une atmosphère étouffante dans leur petite maison de la Croix-Rousse. Pourtant, quelque chose avait changé. Ivan, après des semaines de doute, avait commencé à examiner l'affaire avec son œil analytique de pilote. Il avait créé un tableau chronologique des événements, noté des incohérences dans les horaires des supposées malversations, remarqué que certaines transactions avaient eu lieu alors que Béatrice était en classe, entourée de témoins. « Ça ne tient pas », avait-il conclu une nuit, passant sa main dans ses cheveux grisonnants. Mais qui aurait les compétences techniques pour falsifier ces preuves? La réponse vint d'une source inattendue. Nicole, exploitant son réseau d'anciens collègues du monde juridique, avait découvert que Kitry Vidal, avant de devenir directrice à Lyon, avait travaillé dans une école privée prestigieuse à Grenoble. Une école qui avait connu une affaire similaire 2 ans auparavant, une enseignante accusée de détournement de fonds qui s'était suicidée avant la fin de l'enquête. Cette même école avait ensuite implémenté un système informatique complet fourni par Technolearn, la société représentée par Richard Blanchard. Une autre pièce du puzzle se mit en place lorsque Béatrice, aidant Mélanie avec ses exercices de lecture, tomba sur un article dans le journal que la petite tentait de déchiffrer. Il mentionnait brièvement que Technolearn venait de lever des fonds importants pour son expansion dans les écoles publiques françaises, promettant une révolution numérique dans l'enseignement. En fouillant plus profondément, Béatrice découvrit que la société avait des liens avec un cabinet de conseil pour lequel Kitry avait travaillé entre ses postes d'enseignante et de directrice. Le réseau d'intérêts commençait à se dessiner clairement. Mais comment prouver tout cela? Comment démontrer qu'elle était la victime d'un complot visant à écarter les opposants à la numérisation intensive de l'éducation pour faire place à des contrats lucratifs? Un matin de juillet, alors que Béatrice était seule à la maison, Ivan accompagnant Karine pour un nouveau traitement, elle remarqua quelque chose d'étrange dans la prise électrique près de la télévision. Un minuscule point lumineux, et presque imperceptible. Son cœur manqua un battement. Avec précaution, elle examina la prise et découvrit, dissimulée dans le boîtier, une caméra espion miniature. La maison qu'elle croyait être son dernier refuge avait été violée. On l'observait, on l'écoutait. Depuis combien de temps? Qui avait placé ce dispositif? Les implications étaient terrifiantes. Tremblante de rage et de peur, Béatrice ne retira pas immédiatement la caméra. Au lieu de cela, elle appela Nicole, qui arriva en moins de 10 minutes, accompagnée d'un homme d'une 50aine d'années, à l'allure sévère. « Voici mon neveu, Stéphane », présenta Nicole. « Il est expert en cybersécurité. Montre-lui ce que tu as trouvé. » Stéphane examina la caméra sans la toucher, son visage s'assombrissant. « C'est du matériel professionnel », conclut-il. « Pas le genre de gadget qu'on achète sur Internet. Il faut des autorisations spéciales pour s'en procurer. » « Qui pourrait avoir accès à ce genre d'équipement ?» demanda Béatrice, la gorge nouée.
La police, certaines agences de sécurité privées ou quelqu'un avec de solides connexions dans ces milieux. Cette découverte fut un électrochoc. Et pour Béatrice, cette violation de son intimité, cette intrusion dans le seul espace où elle se sentait encore en sécurité, transforma sa peur en colère froide et déterminée. Si on la surveillait, c'est qu'elle représentait une menace. Si elle représentait une menace, c'est qu'elle était sur la bonne piste. Dès lors, elle abandonna sa position défensive. Il ne s'agissait plus seulement de se disculper, mais de démasquer activement ceux qui complotaient contre elle. Avec l'aide de Stéphane, elle laissa la caméra en place, mais commença à l'utiliser pour diffuser de fausses informations, parlant délibérément de pistes inexistantes qu'elle comptait explorer, de documents qu'elle n'avait pas vraiment. Parallèlement, la santé de Karine connut une légère amélioration. Un nouveau traitement expérimental semblait stabiliser son état, lui donnant un regain d'énergie. L'adolescente, inspirée par la détermination de sa mère, s'impliqua dans le combat à sa manière. Pour son projet de média au lycée, elle commença à documenter discrètement l'affaire, filmant des interviews anonymes de personnes qui doutaient de la culpabilité de Béatrice, recueillant des témoignages sur son caractère et ses méthodes d'enseignement. L'anniversaire de la suspension de Béatrice approchait. En septembre, l'école allait reprendre sans elle pour la première fois en 16 ans. L'enquête stagnait, ni close ni résolue, la laissant dans un purgatoire professionnel et social. C'est alors que le Festival d'été de Lyon offrit une opportunité inattendue. Lors de cet événement annuel qui transformait les berges du Rhône en scène festive, Béatrice aperçut Richard Blanchard, légèrement éméché, en grande conversation avec un homme qu'elle identifia comme l'adjoint à l'éducation de la mairie. Poussée par une impulsion, elle se rapprocha discrètement, son téléphone enregistrant dans sa poche. « Le contrat est quasiment signé », se vantait Richard. La dernière opposition sérieuse a été écartée. La technologie va enfin remplacer ces méthodes archaïques que certains s'obstinent à défendre. « Et le coût ?» demandait l'adjoint, visiblement préoccupé. « Largement compensé par les économies à long terme. Moins d'enseignants, plus d'efficacité. Et puis, il y a des arrangements qui peuvent alléger la facture initiale pour la municipalité. » Le sous-entendu était clair. Béatrice s'éloigna, le cœur battant, une preuve de plus en poche. Insuffisante encore pour une accusation formelle, mais un chaînon supplémentaire dans la démonstration du complot dont elle était victime. Avez-vous déjà été accusé à tort d'une faute que vous n'aviez pas commise? Partagez votre expérience dans les commentaires. Septembre ramena une fraîcheur bienvenue après la canicule estivale. Les collines qui entourent Lyon se teintaient des premières couleurs automnales. Un spectacle que Béatrice observait distraitement depuis la fenêtre de l'hôpital, où Karine subissait de nouveaux examens. Les nouvelles étaient mitigées. Le traitement expérimental fonctionnait partiellement, mais les médecins recommandaient une intervention plus coûteuse, disponible seulement dans une clinique spécialisée en Suisse. Ivan, qui avait repris les vols court-courrier pour rester proche de sa famille, tout en maintenant un revenu, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Un soir, après avoir calculé pour la énième fois leurs finances défaillantes, il lâcha une bombe. On lui avait proposé un poste de formateur de pilote à Dubaï, un contrat de 2 ans, très bien rémunéré, qui résoudrait instantanément leurs problèmes financiers. Mais cela signifierait quitter Lyon, comprit immédiatement Béatrice. Abandonner le combat ici. Ce ne serait pas abandonner, protesta Ivan. Ce serait une retraite stratégique. Karine pourrait recevoir les meilleurs soins. Nous pourrions recommencer ailleurs, sans cette épée de Damoclès. La proposition cristallisa une question fondamentale que Béatrice évitait depuis des mois. Pourquoi se battait-elle exactement? Sa réputation personnelle? La justice abstraite? Ou l'avenir concret de sa fille? La réponse s'imposa d'elle-même lorsque, quelques jours plus tard, l'école Bellevue organisa sa traditionnelle cueillette de pommes, une sortie annuelle dans un verger des monts du Lyonnais que Béatrice avait toujours supervisé. Cette année, elle y assista de loin.
observant les enfants grimper aux échelles sous la supervision distante de Kitri Vidal, qui semblait plus intéressé par son téléphone que par la sécurité des élèves. C'est là que Thomas, un de ses anciens élèves maintenant en CM2, la repéra et courut vers elle, ignorant les avertissements de sa mère. « Madame Laurent !» s'écria-t-il. « Vous me manquez tellement. La nouvelle maîtresse nous fait seulement travailler sur les tablettes, et quand on ne comprend pas, elle dit de regarder les vidéos explicatives au lieu de nous aider. » Ce témoignage spontané, suivi par d'autres enfants qui bravèrent l'interdiction tacite de lui parler, confirma ce que Béatrice craignait, la vision éducative qu'elle avait défendue, un enseignement personnel, adapté, humain, était systématiquement démantelé au profit d'une approche standardisée et impersonnelle. Ce n'était plus seulement sa bataille personnelle, c'était un combat pour une certaine conception de l'éducation, de la transmission, de l'attention portée à chaque enfant dans sa singularité. De retour à la maison, Béatrice reçut un appel inattendu. Emma, la mère de Mélanie, lui proposait un rendez-vous urgent dans un café discret du Vieux Lyon. Le ton de sa voix trahissait son anxiété. Dans l'atmosphère feutrée du bistrot, au mur de pierre séculaire, Emma glissa une clé USB à Béatrice. « J'ai risqué mon emploi pour obtenir ceci », murmura-t-elle. « Ce sont des logs de transactions bancaires. Ils montrent que les virements incriminés depuis le compte de la Fondation ont été initiés à partir d'une adresse IP qui n'est pas la vôtre. C'est celle du réseau administratif de l'école. » Béatrice serra la clé dans sa paume moite. Une preuve tangible, enfin, mais insuffisante encore pour prouver qui précisément était derrière le complot. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle à Emma. « Vous prenez un risque énorme. » Le regard d'Emma se voila. « Ma fille est dyslexique. Avant vous, elle se croyait stupide parce qu'un système scolaire standardisé l'avait convaincue qu'elle l'était. Vous lui avez redonné confiance, prouvé qu'elle était brillante à sa façon. Ce que je vois se mettre en place dans les écoles, cette uniformisation, ça détruira des enfants comme elle. » À cet instant, Béatrice comprit qu'elle n'était pas seule, que son combat résonnait au-delà de sa situation personnelle, que d'autres parents, d'autres enseignants partageaient ses inquiétudes face à la direction que prenait l'éducation nationale. Cette révélation lui donna la force de refuser l'offre d'Ivan. Non, il ne partirait pas à Dubaï. Il resterait et se battrait, non pas seulement pour laver son nom, mais pour défendre une vision de l'éducation menacée par des intérêts financiers déguisés en progrès technologiques. L'automne s'installa sur Lyon, les brumes matinales enveloppant la Saône d'un voile mystérieux. Karine, dont l'état s'était temporairement stabilisé, reprit partiellement ses cours au lycée. Son projet de média sur l'affaire de sa mère prenait forme, recueillant de plus en plus de témoignages favorables d'anciens élèves et de parents qui commençaient à douter de la version officielle. C'est lors d'une violente tempête d'octobre que le destin offrit à Béatrice une occasion inespérée. Des pluies diluviennes s'abattirent sur la région, causant des inondations et des coupures d'électricité. Le quartier de la Croix-Rousse, avec ses pentes abruptes, fut particulièrement touché, l'eau dévalant les rues comme des torrents impétueux. L'école Bellevue, située en contrebas d'une colline, fut menacée par les eaux. En pleine nuit, Béatrice reçut un appel désespéré du gardien de l'école, un homme qui avait toujours cru en son innocence. « Madame Laurent, l'eau entre dans le sous-sol, là où sont stockées les archives et les fournitures. La directrice ne répond pas et je ne sais pas quoi faire. » Sans hésiter, Béatrice enfila un imperméable et se précipita sous la pluie battante. Son instinct de protection envers cette école qu'elle aimait tant était plus fort que l'amertume accumulée ces derniers mois. Sur place, elle organisa rapidement une chaîne humaine avec les habitants du quartier pour déplacer les documents et le matériel vers les étages supérieurs. Sa connaissance intime des lieux, sa capacité naturelle à coordonner une équipe en situation de crise, son calme face à l'urgence, toutes ces qualités qui avaient fait d'elle une enseignante, respectée ressurgissaient dans ce moment critique. Lorsque Kitri Vidal arriva finalement, à l'aube, les dégâts avaient été largement contenus grâce à l'intervention de Béatrice.
La directrice resta figée dans l'entrée, décontenancée par la présence de celle qu'elle avait contribué à ostraciser, maintenant acclamée comme une héroïne par les parents et les habitants mobilisés pendant la nuit. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle sèchement. « Ce que j'ai toujours fait, » répondit simplement Béatrice, « prendre soin de cette école. » L'incident changea subtilement la dynamique dans le quartier. Des parents qui avaient évité Béatrice, pendant des mois, la saluaient maintenant dans la rue. Des collègues enseignantes l'invitèrent à prendre un café. Le récit de son dévouement désintéressé, malgré tout ce qu'elle avait subi, se répandit comme une traînée de poudre, faisant naître des doutes sur sa culpabilité présumée. Parallèlement, Stéphane, le neveu de Nicole, avait analysé la caméra espion et remonté sa trace jusqu'à une agence de sécurité privée fréquemment employée par TechnoLearn. Le lien devenait de plus en plus évident entre l'entreprise de logiciels éducatifs, Kitri Vidal, et le complot contre Béatrice. Pourtant, il manquait encore une preuve irréfutable, le chaînon manquant qui relierait définitivement tous ces éléments et prouverait son innocence. Cette preuve arriva de la manière la plus inattendue. Fin novembre, Nicole tomba et se fractura la hanche. Hospitalisée, elle demanda à Béatrice de récupérer quelques affaires dans sa maison. En cherchant dans la commode indiquée, Béatrice découvrit une boîte contenant des lettres jaunies par le temps et un petit carnet. « J'ai pensé que tu devrais voir ça », expliqua Nicole depuis son lit d'hôpital lorsque Béatrice lui apporta la boîte. « Je ne t'ai jamais dit pourquoi je t'ai aidé dès le début. Il y a 40 ans, j'étais comme toi. » Le carnet révélait une histoire que Nicole avait gardée secrète toute sa vie. Jeune secrétaire juridique, elle avait découvert un système de corruption impliquant des juges et des entrepreneurs. Lorsqu'elle avait voulu dénoncer le système, on l'avait accusée de vol de documents confidentiels. Sa carrière avait été brisée, sa réputation détruite. Elle avait dû recommencer ailleurs, portant ce fardeau pendant des décennies. Quand je t'ai vu, ce premier jour après ton accusation, j'ai reconnu ce regard. Celui de quelqu'un, injustement accusé, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Je me suis juré de t'aider à éviter mon sort. Cette confession scella définitivement le lien entre les deux femmes. Mais plus important encore, parmi les documents de Nicole se trouvait une information cruciale. En tant que secrétaire juridique, elle avait conservé l'habitude de noter méticuleusement tout ce qu'elle observait. Et depuis des mois, elle surveillait les allées et venues autour de l'école. Ces notes mentionnaient une rencontre nocturne entre Kitri Vidal et Richard Blanchard, 3 jours avant que Béatrice ne soit accusée. Une rencontre dans un parking désert, loin des regards indiscrets, sauf celui de Nicole, dont la fenêtre donnait précisément sur ce lieu. L'étau se resserrait autour des conspirateurs, mais un nouveau coup dur frappa la famille. L'état de Karine se détériora soudainement. Les médecins parlaient maintenant d'une intervention urgente, d'un transfert immédiat vers la clinique suisse spécialisée. Le coût était astronomique, bien au-delà de leurs moyens, même avec les vols supplémentaires qu'Ivan avait acceptés. Dans un élan de solidarité inattendue, les anciens élèves de Béatrice, informés de la situation par le documentaire en cours de Karine, lancèrent une collecte de fonds. Des familles qu'elle avait aidées pendant des années se mobilisèrent. Même certains parents qui l'avaient condamnée sans procès contribuèrent, touchés par son action lors des inondations. C'est alors qu'un événement imprévu vint accélérer le dénouement de l'affaire. Au cœur de l'hiver, alors que Lyon se parait de lumière pour les fêtes de fin d'année, une importante chute de neige paralysa la ville pendant plusieurs jours. Cette situation exceptionnelle révéla les failles du système éducatif numérique tant vanté par Kitri Vidal et TechnoLearn. Avec les coupures d'électricité et les réseaux instables, les tablettes et plateformes en ligne devinrent inutilisables. Les enseignants, formés à dépendre de ces outils, se trouvèrent démunis, incapables d'assurer la continuité pédagogique. C'est dans ce contexte que l'idée germa dans l'esprit de Béatrice. Si son nom avait été sali par une campagne orchestrée,
Pourquoi ne pas utiliser les mêmes méthodes, la puissance des médias et des réseaux, pour rétablir la vérité? Avec l'aide de Karine, dont le documentaire était presque terminé, elle contacta une journaliste d'investigation locale qui avait toujours gardé un œil critique sur l'affaire. Le timing était parfait. La mairie de Lyon devait voter dans 2 semaines l'attribution du marché d'équipements numériques pour toutes les écoles de la ville. Un contrat colossal pour lequel Technolearn était favori. Si Béatrice pouvait prouver le lien entre son accusation et cette manœuvre commerciale avant ce vote, tout le château de cartes s'effondrerait. Chaque pièce du puzzle prenait place. Les logs bancaires fournis par Emma prouvant que les transactions frauduleuses venaient du réseau de l'école, les notes de Nicole documentant les rencontres secrètes entre Kitry et Richard, les témoignages des parents constatant la dégradation de la qualité de l'enseignement depuis l'introduction des méthodes numériques standardisées, les preuves de surveillance illégale au domicile de Béatrice. La journaliste Juliette Mercier était prête à publier un dossier explosif la veille du vote municipal. Tout semblait enfin s'aligner pour Béatrice jusqu'à ce que le destin frappe à nouveau. Karine, dont l'état s'était brièvement amélioré, subit une rechute catastrophique. Les médecins étaient formels. Sans intervention immédiate en Suisse, son pronostic vital était engagé. Le transfert était prévu exactement le jour où Béatrice devait témoigner devant la commission d'enquête municipale, une audience exceptionnelle obtenue grâce au soutien croissant de la communauté et aux premières révélations de Juliette Mercier sur l'affaire. Le dilemme était déchirant. Être aux côtés de sa fille pour ce moment critique de sa santé ou saisir cette unique chance de laver définitivement son nom et exposer le complot. D'un côté, son rôle de mère, de l'autre, son combat. Et pour la justice et une certaine vision de l'éducation. Ivan, dont le soutien était devenu indéfectible ces dernières semaines, tenta de trouver une solution. « Je peux accompagner Karine, proposa-t-il. Tu dois être à cette audience, Béa. C'est notre seule chance de tourner cette page. » Mais Béatrice savait que Karine avait besoin de sa présence, de son soutien émotionnel pour affronter cette intervention risquée. En 15 ans d'enseignement, elle avait toujours prôné que la connexion humaine, l'attention personnalisée, la présence authentique étaient irremplaçables, que ni les tablettes, ni les vidéos, ni les systèmes automatisés ne pouvaient se substituer au lien direct entre 2 êtres humains. Comment pourrait-elle trahir cette conviction au moment le plus crucial? Dans un acte de foi absolu, Béatrice fit son choix. Elle serait avec Karine. La justice devrait attendre, ou se frayer un chemin sans elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que son choix même serait l'élément déclencheur d'un dénouement qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Qui aurait pu prédire qu'au moment même où Béatrice semblait sacrifier sa dernière chance de réhabilitation, les fondations du complot commenceraient à s'effondrer? Que va-t-il se passer maintenant que Béatrice a choisi sa fille plutôt que son combat pour la justice? L'ambulance médicalisée qui transportait Karine vers la clinique suisse traversait les routes sinueuses du Jura, sous un ciel d'hiver, d'un bleu cristallin. Béatrice, assise aux côtés de sa fille, tenait sa main fragile, observant avec une angoisse contenue les moniteurs cardiaques dont les bips réguliers rythmaient leur voyage. Ivan les attendrait directement à la clinique, après un vol express depuis Madrid où il terminait une session de formation. À Lyon, dans la salle du conseil municipal, les chaises réservées à Béatrice et à son avocat restaient désespérément vides. La commission d'enquête, mise en place suite aux révélations préliminaires de Juliette Mercier, s'impatientait. Kitry Vidal, dans un tailleur anthracite impeccable, affichait un sourire de plus en plus confiant à mesure que les minutes passaient. Richard Blanchard, représentant Technolearn, consultait ostensiblement sa montre. « Il semble que Madame Laurent ait renoncé à se défendre », déclara finalement le président de la commission. « En l'absence de témoignages contradictoires, nous allons devoir… » C'est alors que les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Nicole Perrin entra poussée dans son fauteuil roulant par Stéphane. Derrière eux, un groupe hétéroclite.
Emma de la banque, le gardien de l'école, plusieurs anciens élèves de Béatrice devenus lycéens, et Juliette Mercier, la journaliste, tenant à la main un ordinateur portable ouvert. Madame Laurent ne peut pas être présente physiquement, annonça Nicole de sa voix autoritaire qui n'avait rien perdu de sa puissance malgré son âge et sa récente hospitalisation. Mais elle est avec sa fille, dont la vie est en jeu à cet instant même. Nous sommes ici pour parler en son nom, et nous avons quelque chose à vous montrer. Sans attendre l'autorisation, Juliette connecta son ordinateur au système de projection de la salle. L'écran s'illumina, révélant le visage de Karine, filmé depuis son lit d'hôpital quelques jours plus tôt. La jeune fille, malgré sa pâleur et sa fatigue évidente, s'exprimait avec une clarté et une maturité surprenantes. « Ce que vous allez voir est mon projet de média pour le lycée », expliquait-elle. « J'ai commencé à documenter l'affaire de ma mère par colère et frustration. J'ai fini par découvrir quelque chose de bien plus grand qu'une simple erreur. Judiciaire. » Le documentaire de Karine se déroula devant une salle municipale médusée. Pendant 40 minutes, images, témoignages et documents s'enchaînèrent avec une rigueur journalistique impressionnante. On y voyait d'anciens élèves racontant comment Béatrice avait transformé leur parcours scolaire par son attention personnalisée. Des parents témoignaient de son dévouement. D'autres enseignants évoquaient son opposition constante aux méthodes standardisées qui ignoraient les particularités de chaque enfant. Puis le ton changea. Des documents internes à Technolearn, obtenus par des sources anonymes, révélaient une stratégie délibérée pour neutraliser les résistances au changement dans les établissements ciblés. Des courriels échangés entre Richard Blanchard et Kitry Vidal, datant d'avant l'arrivée de cette dernière à l'école Bellevue, mentionnaient explicitement le besoin d'écarter certains obstacles humains tenaces pour permettre le déploiement de leur système. La salle municipale commença à s'agiter. Kitry Vidal, livide, fixait l'écran avec horreur. Richard Blanchard tentait de quitter discrètement la salle quand 2 policiers en civil l'interceptèrent, alertés à l'avance par Juliette Mercier qui avait partagé ses preuves avec la brigade financière. Mais la révélation la plus dramatique vint de Nicole. La vieille dame se fit rouler jusqu'au centre de la salle et sortit de son sac un petit appareil électronique. « J'ai installé une caméra de surveillance dans mon jardin après des cambriolages dans le quartier », expliqua-t-elle. Elle était dirigée vers ma porte, mais elle captait aussi l'angle de la rue et l'entrée de la maison de Béatrice. Les images granuleuses mais parfaitement claires montraient Kitry Vidal elle-même, s'introduisant dans la maison de Béatrice un dimanche où toute la famille était absente. Karine à l'hôpital, Béatrice à ses côtés, Ivan en vol-in. C'était quelques jours avant l'accusation publique. Sur l'enregistrement suivant, on la voyait ressortir 2 heures plus tard, un petit sac à la main. « Elle a planté les preuves », murmura quelqu'un dans la salle. Elle a utilisé l'ordinateur de Béatrice pour effectuer les transactions frauduleuses, puis a installé des caméras pour surveiller ses réactions. La commission d'enquête n'eut pas besoin de délibérer longtemps. Les preuves étaient accablantes. En quelques heures, un mandat d'arrêt fut émis contre Kitry Vidal et Richard Blanchard. L'enquête officielle sur Béatrice fut immédiatement glacée, sa suspension levée. Le contrat avec Technolearn, qui devait être voté le lendemain, fut définitivement annulé. Pendant ce temps, ignorant ces développements spectaculaires, Béatrice veillait sur Karine à la clinique suisse. L'intervention s'était bien déroulée, mais les heures suivantes restaient critiques. Ivan les avait rejointes, formant un rempart d'amour autour de leur fille unique. C'est dans cette chambre d'hôpital aseptisée que la nouvelle leur parvint, via un appel vidéo de Nicole. En voyant le visage rayonnant de sa vieille voisine, Béatrice comprit avant même qu'elle ne parle que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. « C'est fini, ma petite », annonça Nicole, des larmes de joie coulant sur ses joues ridées. « Tu es blanchie. Ils sont arrêtés. Tout est terminé. »« Comment ?» balbutia Béatrice, incapable de comprendre. « Ta fille a commencé le travail avec son documentaire.
Nous l'avons juste terminé pour vous deux. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. L'état de Karine se stabilisa, les médecins parlant maintenant d'un rétablissement remarquable. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant Béatrice presque à son insu en symbole de résistance face à la marchandisation de l'éducation. L'enquête approfondie révéla l'ampleur du complot. TechnoLearn, pour décrocher des contrats lucratifs avec l'éducation nationale, avait systématiquement œuvré à discréditer les enseignants qui s'opposaient à leur vision standardisée de l'apprentissage. Béatrice n'était que la dernière victime d'une longue série, mais la première à avoir réussi à démasquer le système. Le retour à Lyon, 1 mois plus tard, fut triomphal. Une haie d'honneur d'anciens élèves, de parents et de collègues les attendait devant leur petite maison de la Croix-Rousse, dont la façade avait été fraîchement repeinte, effaçant définitivement les traces du mot « voleuse » qui l'avait souillée. Le principal de l'académie en personne vint proposer à Béatrice non seulement sa réintégration, mais une promotion. Diriger un nouveau département chargé d'étudier les usages équilibrés du numérique dans l'éducation, où la technologie serait un outil au service de l'humain et non l'inverse. Ivan, profondément transformé par cette épreuve, déclina l'offre de poste à Dubaï et choisit de réduire ses vols internationaux, privilégiant les formations au sol qui lui permettaient d'être plus présent pour sa famille. Karine, dont la santé continuait à s'améliorer régulièrement, vit son documentaire récompensé dans plusieurs festivals de films étudiants. Elle décida d'étudier le journalisme d'investigation, déterminée à mettre en lumière d'autres injustices sociales. Quant à Nicole, elle devint une figure respectée du quartier, sollicitée pour sa sagesse et son expérience. La vieille dame savourait cette reconnaissance tardive, elle qui avait passé tant d'années dans l'ombre de sa propre humiliation. 1 an jour pour jour après le début du cauchemar, une cérémonie spéciale fut organisée à l'école Bellevue. Le nouveau maire de Lyon y annonça la création du prix Béatrice Laurent pour l'innovation pédagogique humaniste, une récompense annuelle destinée aux enseignants développant des approches qui combinaient harmonieusement présence humaine et outils technologiques. Dans son discours d'acceptation, Béatrice, rayonnante dans une robe bleu nuit, partagea la leçon essentielle de son épreuve. « J'ai toujours cru que ma valeur résidait dans ce que je pouvais donner aux autres. Mon temps, mes connaissances, mon énergie. Cette année m'a appris la leçon la plus difficile et la plus précieuse. Accepter de recevoir. Accepter l'aide, le soutien, l'amour que les autres veulent nous offrir. C'est peut-être cela, la véritable force. Non pas se tenir seul contre les tempêtes de la vie, mais savoir s'appuyer sur les mains tendues. Cette leçon, je la transmettrai à mes élèves avec la même passion que les mathématiques ou la littérature, car elle est peut-être la plus importante de toutes. Ce soir-là, assise sur la terrasse de sa maison, entourée d'Ivan, de Karine, de Nicole et des amis qui l'avaient soutenue dans son combat, Béatrice contempla les lumières de Lyon qui scintillaient dans la vallée. Ces mêmes lumières, qui 1 an plus tôt lui avaient semblé si froides et distantes, brillaient maintenant d'une chaleur renouvelée. Elle comprit alors que cette épreuve, aussi douloureuse qu'elle eût été, lui avait permis de redécouvrir l'essentiel, la force des liens humains, la puissance de la vérité, et cette conviction inébranlable que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par trouver son chemin. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.